Bonjour à toutes et tous. Bonjour Patrick. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu dans l'énoncé, c'est-à-dire que faire une mise au point sur la diarrhée aiguë devant l'éminence et les éminences qui assistent à ce topo, c'est un petit peu étonnant quand même. Par contre, sur la place des postes biotiques, on va avoir beaucoup de choses à apprendre, mais il n'y a pas nos affiliations. Comment se fait-il? Oui, montre ça, mais il n'y a pas de micro. Vas-y, montre. Ah oui, donc on s'est débaptisé. Pour se rebaptiser, j'ai une crise d'identité. Et donc, comme on le voit... Vous pouvez venir vérifier, hein, c'est vraiment l'officiel. Hein. Quel est le numéro? Camille va vous confirmer. C'est ça, il a écrit Paris Saint-Germain. C'est un vrai conflit d'intérêts, je l'avoue. C'est Paris à la Grande Couronne. Que ne fut pas ma surprise, j'ai failli, hein, puisqu'en arrivant ici, à l'aller comme au retour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir placé dans une chambre d'hôtel qui est plein vue sur Stade Vélodrome, et c'est là où je vois qu'il y a quand même un conflit en plus générationnel, parce que le prochain qui remplit le stade a un nom que j'ignore. Monsieur Alonso, pour moi c'est un gardien de football du Paris Saint-Germain. Absolument. Mais manifestement, il est capable de remplir le stade Vélodrome. Qui ici connaît Alonso? D'accord. Donc il n'y a que les Marseillais, d'accord. Et donc j'ai une crise d'identité et je suis évidemment un des piliers de l'équipe de Jérôme Viala à Robert Debré, et puis je suis en train de monter une équipe donc à Neuilly, à l'hôpital américain. Donc il y a vraiment des problèmes générationnels. Et alors, donc, hormis le fait que tu m'as trouvé une belle place, on est sans arrêt aguiché à l'aller comme au retour par quelqu'un qui dit « Oh, puis cher, tu veux pas visiter la boutique de l'OM ?» Bon, bref. Alors du coup, j'ai essayé de reprendre un petit peu en arrière et dans mes souvenirs pour voir des problématiques de diarrhée qui ont émaillé ma carrière, avec cet enfant qui avait une maman qui a appelé au téléphone aux urgences en disant voilà, mon enfant a une diarrhée, beaucoup de fièvre, mais bien tolérée, puis il boit. Et à ce moment-là, l'interne dit pas de problème, tant qu'il boit son SRO, il ne va pas se déshydrater, puisque, comme vous le savez, la difficulté pour gérer une diarrhée aiguë, c'est qu'on ne s'intéresse ni aux symptômes, ni à l'agent infectieux qui est le plus souvent responsable, à savoir le virus. Et donc, on ne s'intéresse qu'à la complication éventuelle que l'enfant n'a pas. Et donc... sur ces bonnes paroles, l'interne qui avait été un de mes élèves dit ça va ça comme réponse? Je dis oui, très 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 bien. Sauf qu'il avait oublié de poser une question alors que l'enfant ne vomissait pas, avait donc une diarrhée fébrile non glérosanglante avec une possibilité de boire le SRO dans de bonnes conditions. C'est qu'il avait malheureusement fait un voyage outre-mer, et que je rappelle que le premier signe fonctionnel du paludisme, c'est évidemment la fièvre, mais le deuxième signe fonctionnel, c'est la diarrhée qui est aiguë. Le troisième chez le nourrisson, on a fait l'étude à Robert Debré, c'est la toux, une toux fébrile de retour d'outre-mer. Il faut penser au paludisme. Autrement dit, parfois, il y a des présentations qui ne sont pas si simples que ça. Et là où aussi on a appris depuis longtemps que le poids était tout à fait important sur la prise en soin de ces enfants-là, je rappelle que depuis maintenant 2014 et lors des fiches de recommandation que nous avons réécrites l'année dernière, des diarrhées aiguës, l'échelle d'évaluation de la déshydratation, repris par Guarino, fait appel à l'apparence générale, les yeux, les muqueuses et les larmes. Je rappelle qu'un bébé déshydraté pleure sec. Eh bien, le poids n'y apparaît pas. Autrement dit, c'est intéressant de savoir que
entre professionnels de santé, évidemment, la pesée est capitale, mais que vis-à-vis des parents, il faut faire attention à de ne pas trop se polariser là-dessus. Sur ce, deuxième observation qui a émaillé ma carrière, c'est un enfant qui vient aux urgences et là, mon collègue dit écoute, il y a une dysentérie manifeste puisque cet enfant-là a une diarrhée gléro-sanglante et tu m'as bien appris que dans les 6 indications de la coproculture, la dysentérie en fait partie en sachant qu'il y a et il me dit comme ça, il y a le syndrome dysentérique, il y a le retour d'outre-mer, il y a l'enfant qui a un état septique, il y a l'enfant qui est immunodéprimé, il y a l'enfant qui est suspect d'une toxi-infection alimentaire collective, et puis il y a l'entourage d'une shigellose avérée. Je lui dis oui, très très bien. Et il me dit très bien, donc je vais le laisser rentrer chez lui, et puis je lui prescris une coproculture, et puis il reviendra demain. Donc, en regardant l'état, on n'est pas du tout devant une dysentérie ni une diarrhée gléro-sanglante, mais devant ici une rectorragie gelée de groseille qui évoque plus une nécrose intestinale. Rappelons que dans plus de 65% des cas, l'invagination intestinale aiguë débute par une diarrhée aiguë, parfois sanglante. Autrement dit, c'est toujours un message qu'il faut arriver dans cette débâcle du segment d'aval. Le professeur Bonnard nous apprenait toujours que l'irritation péritonéale, son premier signe chez le nourrisson, c'était la diarrhée aiguë. Autrement dit, avant d'avoir le syndrome occlusif, on a la diarrhée aiguë chez les nourrissons. C'est toujours important d'apprendre ça à nos plus jeunes enfants. Ce qu'il y a, c'est que ces invaginations intestinales aiguës, dans la majorité des cas, sont eux-mêmes secondaires à une étiologie virale, adénovirus en 1, entérovirus et rotavirus. Ce qui veut dire que quand on dit que quand on vaccine contre le rotavirus, on a 1 à 6 cas supplémentaires d'invagination post-vaccinale, eh bien, en fait, étant donné qu'en vaccinant les enfants, il y a moins d'infections à rotavirus, de ce fait, il y a moins d'invagination intestinale aiguë. Et donc, ce surrisque potentiel n'est pas en pratique constaté. Et il est important de savoir que la vaccination contre le rotavirus est à la fois protectrice et à la fois évite la consommation d'antibiotiques. Et vous avez, puisque c'est sorti la semaine dernière, la couverture vaccinale en France. On a dépioté que la semaine dernière les résultats de 2023. Elle est de 31%, ce qui est, quand on voit le verre à moitié plein, eh bien c'est mieux qu'en 2020, mais on est quand même très très loin de la couverture vaccinale. Je vous rappelle qu'en France, ce vaccin contre le rotavirus est maintenant recommandé, remboursé, mais n'est pas obligatoire. Et les parents nous le disent. Ils disent mais on croyait que avant 2 ans, tous les vaccins étaient des vaccins obligatoires, ce qui est vrai, sauf le vaccin contre le rotavirus. Donc ça pose quand même problème, puisque ceci nous interroge sur le caractère non obligatoire, même s'il est fortement recommandé, bien évidemment. Cet enfant de 9 mois, pas d'antécédents, il a des régurgitations qui semblent être compliquées, traitées par IPP, et puis il a une diarrhée qui est profuse, bonne tolérance, mais il a des parents biologistes, ce qui est l'équivalent d'avoir des parents qui sont à l'éducation nationale quand ils veulent comprendre. Les parents biologistes, ça secrète des petits gènes qui provoquent des examens. Et donc, il a eu une PCR multiplex qui a été retrouvée positive pour salmonelle. Et donc, cet enfant a une salmonellose mineure avec un enfant qui est en bonne tolérance, bon état général. Est-ce qu'il est licite de prescrire des antibiotiques? Tout le monde dit non. En fait, quand on regarde bien les recommandations, eh bien, on voit bien que la shigellose, quand on la retrouve, quel que soit l'état clinique de l'enfant, tu la trouves, tu la traites. Non seulement tu la traites, mais en plus tu recherches dans l'entourage s'il n'y a pas d'autres porteurs de shigellose avec la coproculture systématique dont on a parlé auparavant.
Pour ce qui est du Campylobacter jejuni, si tu traites rapidement, tu améliores la durée de cette diarrhée, mais il est certain que si tu as un début de traitement après 3 jours, ça n'a absolument aucun effet. Et si l'enfant est en bon état général, il n'est pas recommandé de traiter ces diarrhées à Campylobacter jejuni. Quant aux salmonelles, tout le monde sait que les salmonelloses dites mineures ne nécessitent pas de traitement, sauf quand il s'agit de nourrissons de moins de 3 mois, ceux qui ont une déficit immunitaire, ceux qui sont sous immunosuppression, corticoïdes en particulier, ceux qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et ceux qui sont dans un déficit de sécrétion d'acide gastrique. Et quand les enfants sont sous IPP et qui sont traités par IPP, ils peuvent être considérés comme étant possi ou achlorhydriques, si bien que dans les recommandations de traitement des salmonelloses mineures apparaît donc le traitement par IPP. Méfions-nous, il peut y avoir, et il a été décrit, plusieurs cas de salmonellose mineure invasive chez des enfants qui n'avaient aucun autre facteur de risque qu'un traitement par IPP. Donc il était bien de faire cette petite synthèse par rapport à ces traitements anti-infectieux que vous connaissez toutes et tous. En ce qui concerne la diarrhée post-antibiotique, j'en profite pour faire de l'auto-pub, puisque les recommandations sur la diarrhée associée aux antibiotiques viennent d'être refaites par le GFH-GNP. Tout le monde et tous les antibiotiques ne sont pas égaux face à la sécrétion et la production de diarrhée aiguë post-antibiotique. Je rappelle que toute diarrhée aiguë post-antibiotique n'est pas égale à une colite pseudo-membraneuse, Dieu soit loué, puisque j'ai bien aimé l'expression de notre hématologue, Dieu soit loué, donc je la reprends. Et donc on voit que dans les mécanismes de cette diarrhée associée aux antibiotiques, on peut avoir un effet moteur. Je rappelle qu'il y a moult publications sur le côté effet moteur de l'amox acide clavulanique, et que certains enfants très dysmoteurs bénéficient d'ailleurs des effets secondaires de l'amox acide clavulanique, comme les macrolides, qui sont, quand ils sont utilisés à faible dose, vous le savez, comme l'érythromycine, sont des analogues structuraux de la motiline, et donc on a des antibiotiques qui ont des effets moteurs. L'altération du microbiote provoque évidemment, par la sélection de germes pathogènes, des éléments qui favorisent la diarrhée, comme à ceux qui diminuent les acides gras à chaîne courte et qui, eux aussi, favorisent la diarrhée avec un effet osmotique que vous imaginez. Et puis, j'avais pris la photo de cet enfant qui, 7 jours après l'administration d'amoxicilline, avait fait une vraie colite allergique à l'amoxicilline. Autrement dit, il y a vraiment 3 mécanismes qui favorisent, après une antibiothérapie, une diarrhée, donc des effets moteurs, l'altération du microbiote et l'atteinte allergique. Si jamais il y a du Clostridium difficile, on ne dit plus Clostridium maintenant, on dit Clostridioides. Je vous rappelle que le métronidazole n'est plus recommandé en première intention, mais qu'il faut utiliser de la vancomycine péros, donc non absorbée, ou de la fidaxomicine. Et donc, je passe le relais pour voir quel est l'intérêt des postbiotiques dans ces différents types de diarrhée aiguë, qu'elles soient infectieuses ou post-antibiotiques. Merci. Merci Marc. Donc je vais voir avec vous ce que c'est que les postbiotiques. J'avoue que je connaissais moins avant le topo, ça sert à ça aussi. Et je suis sûr que vous posez aussi la question, rassurez-moi. Vous connaissez bien les probiotiques, vous connaissez bien les prébiotiques, mais les postbiotiques, qu'est-ce que c'est ? Alors, un postbiotique, c'est les micro-organismes qui ont été inanimés, donc pas vraiment tués parce qu'ils vont rester et ils vont avoir un effet, et ils vont avoir libéré lors de certaines fermentations des composants, et c'est les deux réunis qui vont avoir un effet bénéfique sur l'autre. Vous voyez d'ailleurs que les photos changent entre quand ils sont vivants et quand ils sont morts. Alors, on dit tyndalisés,
Qui sait ce que ça veut dire, tyndaliser? Rassurez-moi aussi, je ne savais pas, moi. Personne. Eh bien, tant mieux. Donc, tyndaliser, ça vient d'un Irlandais, John Tyndall, dont vous voyez la belle photo ici, et qui a inventé la technique de stérilisation par chauffage, refroidissement, chauffage. Parce que lorsqu'on chauffe, on tue quelques bactéries, mais il y en a d'autres qui résistent, qui se développent. Et donc, c'est plusieurs chauffages successifs pour définitivement inanimer les bactéries tout en gardant leur fonctionnalité et donc les effets bénéfiques qu'elles peuvent provoquer. Alors, les probiotiques, on en a beaucoup entendu parler, les prébiotiques aussi. Et vous voyez ici les publications qui remontent dans les années 70, donc certains n'étaient pas nés ici. Alors, ce n'est pas la même échelle. Donc, parce qu'on se dit, il n'y a pas beaucoup de différence, mais je ne sais pas si vous voyez de loin les échelles, c'est multiplié par 100. Hein. Donc, c'est assez nouveau comme concept, avec des publications qui sont beaucoup plus récentes. Alors, qu'est-ce que ça contient, ces postbiotiques? Ça contient plein de choses. Il y a les bactéries qui sont là, avec leurs cellules, qui vont avoir des effets bénéfiques. Il y a le surnageant, quand ça a été fabriqué. Il y a des listes de bactéries. Il y a ce qui a été produit par les bactéries. Vous savez que nos bactéries coliques produisent notamment des acides gras à chaîne courte, hein, qui sont les principaux nutriments de nos colonocytes, des enzymes, et puis des exopolysaccharides. Ça non plus, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, c'est ce qui forme une espèce de film et qui permet de protéger les bactéries. Donc, c'est ça qu'on avale quand on avale des postbiotiques. Et quel effet potentiel, on va voir bien sûr les effets cliniques après, ça peut avoir. Donc tout d'abord, ça va moduler le microbiote. On va donner des bactéries qui sont inanimées, mais dans un milieu où il y a des vraies bactéries et qui vont pouvoir éventuellement utiliser ou produire d'autres produits, notamment des acides gras à chaîne courte. Ça va renforcer la barrière épithéliale, donc la barrière entérocytaire, notamment par les fameux exopolysaccharides, donc qui fabriquent un film pour protéger les bactéries, mais ici ça va protéger l'épithélium intestinal. Ça va modifier la réponse immune locale, soit par un effet local direct avec le microbiote qui est sur place, soit par un effet systémique, parce qu'il y a tous ces produits qui vont pouvoir être absorbés et qui pourraient peut-être avoir un effet plus périphérique, même si là, ça demande sûrement à être confirmé. Des fonctions nutritionnelles, on va donner des acides gras à chaîne courte, je vous rappelle, donc c'est le principal nutriment qu'utilisent nos colonocytes. La nature est bien faite, c'est produit uniquement dans le côlon et c'est utilisé localement. Et enfin, peut-être via le système nerveux central, donc vous savez, on parle souvent du deuxième cerveau, et il y a sûrement un dialogue qui se fait entre le microbiote intestinal et le cerveau, qui interviennent dans beaucoup de pathologies, dont l'obésité sûrement, et avec un effet systémique par les différents produits qui sont absorbés. Alors tout ça, c'est de la théorie. Donc c'est bien beau. Et toujours dans la théorie, la comparaison avec les probiotiques, parce qu'on se dit pourquoi donner des bactéries mortes, inanimées, alors qu'on pourrait les donner vivantes avec plus de potentielles propriétés. En réalité, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'avantages de ces postbiotiques. D'abord, il n'y a pas de risque de translocation bactérienne. Alors vous savez qu'à part les immunodéprimés et les nouveau-nés, c'est très rare, exceptionnelissime qu'il y ait des translocations bactériennes. Il n'y a pas de transmission de gènes de résistance. C'est un des risques qu'on avait pris avec les probiotiques, même si c'est un risque plus théorique que réel. Pas d'interférence avec le microbiote, donc il ne va pas remplacer le microbiote normal. Une action plus directe des composants sur les cellules intestinales, puisqu'il y a notamment tous les autres composants que les bactéries qui sont là. Un effet plus varié, parce qu'encore une fois, on n'a pas que les bactéries. Une administration possible avec des antibiotiques. Vous savez que si vous donnez des probiotiques avec des antibiotiques, ça peut tuer les probiotiques. Et puis surtout, c'est plus facile à standardiser, plus facile à stocker, plus facile à transporter, ce qui, dans nos pays, ne pose peut-être pas de problème, mais dans certains pays à moyens beaucoup plus limités, notamment de conservation, ça peut être à l'avantage, si les bénéfices, toutefois, sont les mêmes. Alors tout ça, c'est bien, c'est de la théorie, mais est-ce qu'en clinique, ça a montré une certaine efficacité? Alors, on va parler essentiellement de la diarrhée aiguë, parce que c'était le sujet. Est-ce que, donc, vous voyez, les méta-analyses sont assez courtes avec des travaux qui ne sont pas très, très nombreux quand ils sont bien faits, bien évidemment. Est-ce que ça modifie la durée de la diarrhée aiguë? Vous voyez donc cette méta-analyse qui, avec Lactobacillus LB, ça tombe bien, c'est notre sponsor du jour, c'est un hasard, bien évidemment, et qui a un effet bénéfique sur la durée de la diarrhée aiguë, alors que
les deux probiotiques qui sont là, qui sont des probiotiques qui avaient été mis dans certains laits infantiles, ne semblent pas avoir les mêmes effets. Alors si on reprend les publications qui ont été dans ce sens-là, c'était des essais tout à fait bien faits au niveau méthodologique, contrôlés, randomisés. Ici, c'était Lactobacillus LB qui était ajouté dans le SRO de 73 enfants, donc jeunes comme vous le voyez, qui avaient une diarrhée aiguë et une déshydratation. Et vous voyez que ça diminuait de manière significative, de là je ne vois pas très bien, mais ça diminuait de manière significative la durée totale de la diarrhée. Là, c'est en orange pour le SRO avec Lactobacillus, en gris pour le placebo. Ça diminuait la durée de la diarrhée pour les enfants qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques avant. Et le pourcentage des enfants rotavirus plus qui avaient des selles liquides après 1 et 2 jours, vous voyez qu'au bout de 2 jours, ceux qui avaient eu le Lactobacillus LB, eh bien, avec un rotavirus, n'avaient plus de selles liquides. C'est presque trop beau, mais bon. Et deuxième étude, avec toujours un essai contrôlé randomisé, cette fois c'était le Lactobacillus qui était donné. En plus, ce n'était pas dans le SRO et c'était uniquement des enfants qui avaient une diarrhée qui n'était pas à rotavirus. Et on a à peu près les mêmes résultats sur la durée de la diarrhée et le pourcentage des enfants avec selles liquides après 96 heures. Donc vous voyez qu'il y en avait moins qui avaient encore des selles liquides, enfin plus, pardon, qui n'avaient plus de selles liquides, qui avaient au même qu'avec le placebo. Alors, est-ce que les postbiotiques pourraient avoir également des effets sur la prévention des diarrhées aiguës, ce qui peut être intéressant dans des périodes épidémiques, notamment dans les crèches. Et là, vous voyez que le seul qui a montré une efficacité, c'est le Lactobacillus paracasei, et avec une petite efficacité, donc peut-être aussi un effet préventif. Alors c'est plus compliqué, parce que par définition, il faudrait donner ce postbiotique pendant très très longtemps. Dans une diarrhée aiguë, c'est une durée courte, et sinon c'est pour une durée plus longue. Et enfin, si on sort un peu de la diarrhée aiguë, il pourrait y avoir, toujours avec cette même bactérie, enfin ce même postbiotique, des effets sur certaines infections respiratoires. C'est les 3 flèches que vous voyez, le reste n'est pas significatif, mais vous voyez que c'est très juste avec un petit effet. Enfin, dernier point, parce que c'est très très à la mode d'ajouter des probiotiques, des prébiotiques et maintenant des postbiotiques dans les laits infantiles. Et donc ça a déjà été fait, avec cette fois une efficacité qui est extrêmement variable. Est-ce que ça pourrait diminuer la sévérité de la diarrhée, sans en diminuer la fréquence comme on a vu? Est-ce que ça pourrait avoir un effet périphérique, notamment sur la protection de certaines infections? Est-ce que ça pourrait diminuer l'eczéma? Ça demande sûrement à être confirmé. Et donc pour rester dans les temps, Camille, tu as vu? Donc si on résume, on peut dire que les postbiotiques, donc qui sont plus récents que les pro et les prébiotiques, conjuguent ou additionnent 2 avantages. L'avantage des bactéries, elles sont inanimées, mais aussi l'avantage des composants qu'elles ont pu libérer et qui vont avoir un effet bénéfique pour l'autre. L'action est surtout digestive, et là on le comprend notamment dans la prévention ou la durée de la diarrhée aiguë, mais peut-être qu'il y a des effets périphériques, mais ça demande sûrement à être confirmé. Il y a des avantages par rapport aux probiotiques, et vraiment le principal effet qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'était concentré sur la durée de la diarrhée aiguë et éventuellement sa prévention. Donc vous avez vu les études comme moi, à vous de juger. Et pour les autres effets, ça demande à être confirmé. Et juste avant de terminer, d'abord je voulais féliciter Alexandre pour sa remarquable intervention ce matin. Tu as remarqué que les 2 supporters du PSG sont les premiers à s'être levés, Marc d'abord, moi après, pour ta standing ovation. Mais tu as fait des scores, et tu as oublié quand même un score, donc je voulais te le rappeler. Voilà les 26 derniers classiques. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y en a pour lesquels on parle chinois, là, les classiques, c'est les PSGOM. Hein. Et donc, vous voyez les 26 derniers, on a largement gagné, mon cher Alexandre. Donc, je ne sais plus, là, on était à 4-1, 3-2 avec tes scores, 25-1. Bon, maintenant, voilà. Et le dernier, moi aussi, je suis en face du Vélodrome, donc j'ai envoyé à mon fils, voilà le stade où on a gagné 3-0 il y a quelques mois. Merci.